c'est toi que je veux dans ma vie. C'est la musique de Branco à CJSO 101.7. C'est toi que je veux dans ma vie. Est-ce que vous voudriez un psy dans votre vie? On va en jaser avec Jean Guimond, qui est psychologue bien connu de la région, qui nous a présenté un nouveau livre très intéressant, La psychothérapie. C'est pas pour les malades. C'est paru en octobre aux éditions Un monde différent. Allô, Jean? Ça va bien? Bonjour Myriam, oui, ça va bien, merci. Comment se sent le psy qui écoute pas mal plus qu'il jase habituellement? Un peu nerveux parce qu'il est justement plus habitué à écouter qu'à parler. Ben, on va te faire parler un petit peu. T'es en direct sur la page Facebook de CJSO. T'es venu à CJSO récemment. Donc, on commence à t'inviter comme ça, là. On va te connaître ton visage de plus en plus. Et dans ton livre, La psychothérapie, c'est pas pour les malades. Bon, on démystifie un peu la psychothérapie, entre autres. Mais là, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu aujourd'hui de ça. Qui consulte un psy dans la vie de tous les jours, Jean? Les gens qui sont pas malades, comme le titre le dit, c'est surtout les gens qui sont malheureux. Ça fait que c'est... Moi, j'utilise l'exemple de l'équilibre psychologique. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, ça va dans un plateau ou l'autre d'une balance, c'est-à-dire le plateau des plaisirs ou des obligations, des désagréments. Ça fait que le bonheur, c'est jamais permanent. Ça fluctue selon ce qui nous arrive. Et si notre déséquilibre, si on a plus de désagréments, etc., pendant un bon bout de temps, bien, à un moment donné, le déséquilibre devient insupportable. On a des mécanismes de défense, la projection, etc., la sublimation, qui permettent de supporter, mais à un moment donné, ils deviennent inefficaces. Et pour donner une idée, mais qu'est-ce qui arrive? C'est l'anxiété qui va nous avertir que ça ne va pas bien, et la dépression peut survenir. Dans cet exemple-là, la dépression, ce n'est pas une maladie quand ça se produit. C'est un mécanisme, je le compare... De défense. De protection. De protection. Protection de l'organisme. Je le compare avec un système électrique et en bon français, un breaker sur le système électrique. Si on en demande trop au système électrique, le breaker va sauter pour protéger la maison contre l'incendie. Dans le cas de déséquilibre psychologique, mais la dépression va survenir pour protéger l'organisme contre la maladie. Donc, c'est bien sûr que la dépression peut être une maladie psychiatrique en ce sens qu'il peut y avoir une défectuosité génétique des gens plus vulnérables et prédisposés à faire des dépressions. Mais ce n'est pas tout le monde. Beaucoup de dépressions sont davantage causées par structure de personnalité, et on en parle dans le livre, et par des situations. Mais parlant de ça, tu dis, on en parle dans le livre, on parle un peu de ton approche vis-à-vis là, les patients et tout ça. De ce que je remarque, avant d'identifier là, tous les problèmes, tu cherches à valider où est rendue l'estime de soi d'une personne, puis à aller voir à la base à quoi ressemblait son enfance. Pourquoi? Parce que ce que j'ai réalisé en cours de route en 40 ans de carrière, c'est que l'estime de soi est centrale dans le développement de la personnalité. Puis cette estime de soi-là, c'est-à-dire l'estimation de notre valeur, elle va se faire en très bas âge, par l'enfant qui va estimer sa valeur en fonction de l'intérêt qu'on lui porte. Donc, si on le délaisse, si on ne s'intéresse pas, ou s'il se produit une hospitalisation, une disparition d'un parent pour une raison ou pour une autre, l'enfant va l'interpréter comme étant de sa faute parce qu'il a une perception égocentrique de son univers. Donc, à partir de là, c'est lui qui n'est pas intéressant si on ne s'intéresse pas à lui ou s'il se sent délaissé. Ça fait que, la stratégie, s'il n'y a pas de valeur, je dis souvent à mes clients, qu'est-ce qu'on fait d'un objet qui n'a pas de valeur? On le jette, à moins que ce soit utile. Et à partir de là, l'enfant va se rendre utile, va se conformer à ce qu'on attend de lui, va être gentil, et ça, c'est souvent récompensé. Donc, ça va devenir sa personnalité altruiste, se dédier aux autres. Et c'est efficace parce qu'on se fait apprécier. Mais la journée où on subit une injustice, c'est-à-dire qu'on est rejeté malgré ça, l'individu se ramasse complètement sans repère. Mais là, on voit que ça part de là, mais est-ce que c'est tout le monde qui est prédisposé à ça? Tu vas dire, ben là, ça dépend de ce qu'on a vécu, j'imagine. Là. Non. C'est ce qui est important, c'est de faire le diagnostic différentiel. Okay. C'est-à-dire, dans une bonne évaluation, le psychologue ou le psychothérapeute devrait essayer de voir s'il y a vraiment des raisons qui expliquent la dépression, l'anxiété, le mode de fonctionnement de l'individu. Si dans l'enfance, justement, il y a eu des expériences de ce type-là,
ou s'il n'a pas eu beaucoup d'expérience, mais que la personne vit de l'anxiété quand même, mais là, on est obligé de regarder du côté biologique, du côté génétique. Parce que l'anxiété puis la dépression peut avoir des causes génétiques. OK. Dans- Puis c'est pour ça qu'il faut la séparer, faire cette différenciation-là. Et à ce moment-là, bien, ça permet d'orienter mieux le traitement. Si ça devient assez évident que c'est plus d'origine génétique, s'il y en a dans la famille, etc., mais là, il faut orienter vers une solution médicale, médicamenteuse. Sinon, bien, la solution va être du côté psychothérapeutique. Alors là, il y a beaucoup de contenu là-dedans. On aborde un peu ça dans ce livre-là, mais il y a des histoires aussi. Il y a tes collègues Joanne Lévesque et Sylvain Guimond, qui est ton frère, qui ont collaboré à ça. Qu'est-ce qu'on retrouve particulièrement dans le livre? Moi, je le sais, là, mais pour les gens là, qui sont à l'écoute, là. D'abord, c'est important de comprendre que c'est pas un livre qui amène qui expose des théories scientifiques. C'est pour rejoindre tout le monde. Puis comme je disais tout à l'heure, la dépression, qui est un mécanisme de protection, ben c'est des analogies. Puis j'ai travaillé beaucoup avec ça. Comme l'anxiété, c'est un système d'alarme qu'on a, etc. Ça fait que, il y a 4 volets dans le livre. Ouais. Dans un premier temps, j'explique des concepts. Des concepts utilisés par monsieur tout le monde, mais qui sont souvent confondus, comme l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Confiance et estime de soi, c'est souvent confondu et utilisé l'un pour l'autre. Ah. C'est pas du tout la même chose, OK? L'image de soi, bien ça, c'est comment l'image physique qu'on a de soi-même. Ensuite, définir le syndrome de l'imposteur, quelque chose qu'on entend parler, bon, de l'expliquer d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Ensuite, le sentiment de culpabilité. C'est à peu près ce que j'ai entendu le plus souvent dans ma carrière. Je me sens tellement coupable. Puis toutes les personnes qui ont émis ce sentiment-là n'étaient jamais coupables de quoi que ce soit. OK. J'ai été consultant au ministère de la Justice. Je rencontrais des prévenus, des gens qui avaient été déclarés coupables. J'en ai vu une quinzaine. Il n'y en a aucun d'eux autres qui m'a jamais dit qu'ils se sentaient coupables, puis ils l'étaient tous. Puis tous ceux qui se sentaient coupables ne l'étaient pas. Je cherchais l'erreur. C'est pas ceux-là qui consultent, j'imagine. Non, pas ceux-là. C'est eux autres, c'est pas ils étaient obligés de me rencontrer. Mais là, on fait la différenciation avec tout ça, mais ça part tout quand même de ce que tu disais tantôt, d'un peu de ce qu'on est à la base, à l'enfance, tout ça, là. Oui, mais c'est pour ça que les histoires de cas qui sont dans le volume, il y en a 6, et plus la mienne. Je me suis dévoilé. Mais c'est pour ça que je veux pas trop qu'on en parle, parce que je veux que les gens le lisent, c'est ça. Puis bon, ben, par exemple, j'ai pris différentes problématiques. C'est intéressant parce que l'histoire est racontée par la personne, en première personne du singulier, ça se lit comme un roman. Et puis ensuite, là, c'est l'explication de la problématique et l'approche thérapeutique que j'ai utilisée avec cette problématique-là. C'est que ça permet de voir différentes façons qu'on a d'aborder le problème. Parce que pour moi, la psychothérapie, c'est un art. C'est-à-dire que dans ce travail-là, il faut être créatif parce que chaque personne qui se retrouve devant nous autres est différente d'une autre. Bien, c'est sûr, parce que chaque personne n'a pas vécu les mêmes choses, là, tu sais. On part pas tous de la même place, là, non plus. C'est qu'il y a des artistes comme en peinture, par exemple, qui sont des bons techniciens, Ouais. mais qui ne seront pas créatifs dans ce qu'ils produisent. En psychothérapie, je pense qu'il y a ça aussi. Il y en a qui appliquent une technique, puis il y en a des centaines de techniques qu'on peut utiliser en psychothérapie, mais il y a des gens qui appliquent des techniques à tout le monde. Ça veut dire que le client doit rentrer dans la technique et non pas le thérapeute qui doit adapter sa technique à ce client-là. Alors là, on voit un peu toutes les facettes de ça dans le livre aussi. Quelle est la participation de ton frère Sylvain Guimond et Joanne Lévesque dans le livre? Ils ont supporté l'auteur, OK. principalement. Et puis, ils ont ouvert les portes parce que le livre a été inclus dans une... voyons, le mot me manque, là. Une collection qu'eux autres ont commencé. Ils ont fait un livre sur le TDAH, un autre sur l'anxiété. Moi, j'avais participé au livre sur l'anxiété. Ça m'a ouvert les portes un peu. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre-là,
ben ça rentrait très bien dans la collection. Puis eux autres n'avaient pas beaucoup de temps pour répondre à en écrire un autre cette année. Ça fait que le timing a été bon. Ça fait que c'est celui-là qui a été publié. Puis comme le contact était déjà fait avec l'éditeur de Un Monde Différent, mais c'était facile de passer le livre, ce qui peut-être qu'il n'aurait jamais vu le jour Ouais. sans ces promoteurs-là. Puis Fait qu'ils ils m'ont supporté dans mon anxiété de page blanche et ils ont ouvert toutes les portes pour que ça puisse être édité. mais justement, tu parles d'anxiété, de page blanche. Ça s'est déroulé comment, finalement? Parce que tu anticipais les choses, là. Peut-être. C'est ce que je sens, en tout cas. Oui, oui, mais j'avais le goût de le faire. OK. J'avais le goût de laisser quelque chose. Moi, j'appellerais ça peut-être, il n'est pas dans la pyramide des besoins de Maslow, mais j'appellerais ça peut-être le besoin de transmission. Transmettre notre savoir quand on arrive je dirais, à avoir complété notre carrière, puis tout ce qu'on a pu apprendre, bien, le transmettre. Je pense que c'est la connaissance transmise d'une génération à l'autre qui a fait avancer l'humanité. Donc, j'avais le goût de transmettre un peu les connaissances et les trucs que moi, j'avais développés et ma compréhension des problématiques psychologiques. Puis en même temps, je trouve que même en 2019, c'est encore tabou de dire qu'on va chez le psy. Donc, j'aimerais ça qu'on démystifie comment ça se passe, une consultation rapidement, là. Parce que là, on a parlé du livre, mais c'est marqué, c'est pas pour les malades. Tu sais, oui, si on juge, j'imagine qu'on est moins heureux ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui nous écoutent et qui disent, est-ce que j'y vais chez le psy ou pas? C'est-tu pour moi? C'est-tu pas pour moi? La première qualité d'un psychothérapeute, c'est d'avoir une attitude empathique. Ce qui veut dire ne pas donner de solution, ne pas porter de jugement, ne pas poser des questions qui m'intéressent moi et non pas la personne. Donc, c'est la capacité d'écoute. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans nos relations interpersonnelles. C'est normal. On a tous une attitude de poser des questions ou de donner des solutions. C'est un peu normal. Mais l'attitude du psychothérapeute doit être empathique, c'est-à-dire accueillir la personne dans ce qu'elle raconte et lui donner la possibilité de se raconter le plus possible. Donc, intervenir le moins possible pour que la personne puisse aller au bout de ses idées. Parce que toute seule, quand on réfléchit tout seul, ça tourne en rond dans notre tête. Donc, d'avoir la chance de le dire, bien là, on le met linéaire, le discours intérieur, et déjà là, on comprend mieux des choses juste avoir la chance d'aller au bout de nos idées. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais les gens, dans le fond, qui se disent, moi, j'aurais besoin de raconter quelque chose à quelqu'un, c'est la meilleure chose à faire, là. Exactement. Puis c'est bien relax, là. Oui. Puis c'est la meilleure façon de savoir si vous êtes entre bonnes mains. C'est si la personne vous écoute, vous avez le sentiment de pouvoir vraiment pas être interrompu, puis être accueilli, puis que c'est la meilleure façon de le voir. Puis c'est la façon de voir si on a affaire à un technicien qui va rapidement vous embarquer dans sa technique sans avoir trop pris le temps de vous écouter. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens arrivent avec un problème actuel qui cause l'anxiété. Mais si on va au début, là, on peut évaluer toute la structure de personnalité de l'individu et trouver l'origine du problème actuel. Puis c'est ça que j'ai remarqué. C'est comment, souvent, c'est dans les 3, 4, 5 premières années de vie qu'il s'est passé quelque chose et que c'est réactivé souvent. Mais comme je disais tout à l'heure, quand la stratégie de survie adoptée par l'enfant, quand tout à coup elle devient inefficace, bien là, l'individu perd ses moyens. Et ça fait, ça fait ce qu'on est finalement un peu aussi. Ben, là, pas en perdant nos moyens, mais des fois, ça peut nous arriver parce qu'on réagit à une situation X, Y, Z. Écoute, Jean, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. On aurait pu passer une demi-heure avec toi parce que c'est facile. Dans un premier temps, on pourrait inviter les gens à se procurer la psychothérapie, c'est pas pour les malades, et apprivoiser ça un peu, cette question qui est qu'est-ce que c'est la psychothérapie, qu'est-ce que c'est une consultation, un peu comment ça se passe, pourquoi on le fait peut-être un peu et un peu qui tu es là-dedans à travers tout ça. Là. Oui, puis les histoires de cas qui sont racontées bien, permettent de le voir comment ça se passe. Oui, c'est vraiment intéressant parce que je l'ai lu en partie parce que là, tu sais, je prenais des bouts, je revenais et tout ça. C'est un livre de chevet, je trouve, tu sais, à consulter une fois de temps en temps. Jean, en terminant,
Dans ta vie, là, tu as accompagné un bon nombre de personnes. Tu te dis c'est un livre pour transmettre un peu ce que tu as fait dans la région de Sorel-Tracy aussi. De quoi tu es le plus fier en terminant, là? De la carrière que j'ai eue, en fait, parce que ça a été un chemin facile. J'ai fait mes études à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Quand j'ai terminé, je me cherchais un emploi. Tout à coup, il y a un poste qui se trouve à l'Hôtel-Dieu de Sorel pour un remplacement. C'était ma région, un remplacement de 6 mois. Je l'accepte. La personne ne revient pas. Je n'ai jamais passé d'entrevue de sélection. J'ai fait 30 ans de carrière en psychiatrie. Et ensuite, quand j'ai pris ma retraite, là, j'ai travaillé en bureau privé. Et ça a été encore beaucoup plus agréable puisque les patients étaient moins... Les clients étaient moins médicamentés, etc. Donc, la problématique était beaucoup moins lourde. Oui, parce qu'on aurait pu en parler des médicaments aussi, là, parce que tu m'amènes là-dessus, mais là, c'est un autre... Il y en est question dans le livre. Oui, il y a un chapitre sur l'épidémie d'anxiété et de dépression qu'on vit aujourd'hui. J'essaie d'apporter une explication à ça. Tout comme je remets aussi en question les notions de santé mentale et de maladie mentale. Mm-hmm. Parce que ça commence où, la maladie mentale, par rapport aux difficultés? Moi, j'aimerais beaucoup mieux qu'on parle de maladies psychiatriques, avec des psychoses, puis etc., là, qui sont des dysfonctionnements du cerveau, et non pas... Parce que mental, ça veut dire esprit, âme. Ça n'existe plus, ça. Là. C'est un cerveau là, qu'on a là, c'est pas un esprit. Ça fait que s'il ne marche pas bien, c'est un problème psychiatrique. Et si on est malheureux, c'est une détresse psychologique. On pourrait en parler longtemps. On n'a jamais assez de temps à la radio, surtout pour des gros sujets comme ça. Jean Guimond, félicitations, pour ta carrière, parce que manifestement, tu es très fier de ça aussi. Je pourrais te dire au nom des gens de la région de Sorel-Tracy, merci aussi.